Élection présidentielle 2016, le Gabon se rapproche inexorablement de la date du 27 août 2016, date à laquelle le peuple va choisir son prochain président de la République. Mais pour ce faire, il lui faudra des éléments de conviction et d'appréciation pour choisir celui qui présidera aux destinées de notre pays dans les 7 prochaines années. Ce soir, nous rencontrons l'un des 14 candidats à l'élection présidentielle 2016 au Gabon. On ne demande qu'à vous croire est une émission d'explication et d'analyse des projets de société de l'ensemble des candidats à cette élection présidentielle. Ce soir, nous recevons le père Paul Mba Abessol, qui est candidat à cette élection pour le compte du Rassemblement pour le Gabon. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous allons débattre pendant 90 minutes sur votre projet de société. J'ai avec moi sur ce plateau 2 confrères. Il s'agit de Timothée Mémé, qui est d'Africa numéro 1, et de Isaac Makanga, qui est de l'AGP, de l'Agence gabonaise de presse. Merci, chers confrères, d'avoir accepté également de venir animer cette émission avec moi. Nous aurons 4 grands axes dans cette émission. Nous parlerons de la politique intérieure et extérieure du Gabon. Nous parlerons de la gouvernance sociale du pays. Nous parlerons aussi de la gouvernance économique. Mais en plus, nous parlerons des questions de gestion de la culture, des sports, du tourisme, des loisirs, mais aussi de l'environnement dans notre pays. Pour commencer cette émission, je vais vous présenter brièvement le candidat Paul Mba Abessol du Rassemblement pour le Gabon. Il est né le 9 octobre 1939 à Nyon-Ako, dans la province de l'Estuaire. Il entre en politique très tôt, dans les années 70. Peut-être qu'il me corrigera si c'est un peu plus tôt que les années 70. Il fait ses études supérieures en France, dans l'Hexagone, notamment dans la congrégation du Saint-Esprit. Il est sorti de là prêtre de l'Église catholique. Il rentre au Gabon en 1990 à l'avènement du multipartisme. Il a été 2 fois candidat à la présidentielle contre Omar Bongo, notamment en 1993 et 1998. En 1996, il est élu maire de la commune de Libreville, la capitale gabonaise, jusqu'en 2003. Il participe à plusieurs gouvernements entre 2002 et 2009 en tant que ministre d'État d'abord, puis en tant que vice-premier ministre de la République. Monsieur Paul Mba Abessol, est-ce que vous êtes satisfait de cette brève présentation? Oui, je suis satisfait, sauf que je rectifierai la date de mon entrée en politique. En politique. Qui s'est faite en réalité en 1982, à la suite de l'arrestation des militants du Morena qui avaient demandé à cette époque-là simplement la démocratisation de la vie du pays. C'est comme ça qu'ils ont été arrêtés. Et moi, j'étais en France à cette époque-là, en contact avec quand même pas mal de personnes. J'avais trouvé ça absolument scandaleux d'arrêter les gens et de les condamner à 20 ans de prison parce que simplement, ils ont organisé une manifestation pacifique pour réclamer la démocratie. Alors, est-ce à dire que certaines informations qu'on retrouve sur certaines plateformes qui font de vous un potentiel candidat à l'élection présidentielle en 1979 contre Omar Bongo, c'est pas complètement... Non, non, 79, pas du tout, pas du tout. Pas du tout? Pas du tout. 79, pour moi, je faisais mes études, je ne pensais pas à ces histoires de politique. Non, 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 pas du tout. D'accord. Alors, vous avez créé ce que vous avez appelé l'opposition conviviale. Lorsqu'on regarde votre démarche aujourd'hui, on voit bien que vous y êtes toujours, puisque étant membre de la majorité présidentielle, vous avez quand même choisi d'être candidat à cette élection présidentielle. Oui. Est-ce que cette convivialité est encore de mise? – 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 –– – 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 ––
je vous ai dit que lorsque j'agis avec ma culture fan, et puis gabonaise, et puis la culture chrétienne. Jamais dans nos traditions, vous pouvez aller dans tout le Gabon, jamais on a réglé des problèmes par rapport à l'opposition majorité. Il fallait que les gens discutent toujours, discutent parfois longtemps pour arriver à des consensus, des décisions durables. Alors c'est ce que je recherche. Je transcende la notion d'opposition-majorité parce qu'en réalité, c'est la pensée binaire que je désapprouve totalement. La pensée binaire a comme principe, c'est toi ou moi, pas les deux en même temps. Alors je dis justement, ça va contre nos traditions. On dit c'est toi et moi. C'est ce que j'appelle la pensée tétravalente. Ça veut dire on reconnaît l'autre et ce que dit l'autre qui vit dans la même communauté que moi doit être intégré à ce que je dis pour que je sois plus riche, que je sois riche de l'autre. Mais exclure totalement l'autre, c'est absolument inconcevable chez moi. Prenez par exemple, vous avez quelqu'un de la majorité qui a gagné les élections. Bon, ceux qui n'ont pas gagné sont en face, et il y a là-dedans des gens très compétents, même des génies. Figurez-vous, pendant 7 ans, ces gens-là n'auront rien à dire pour l'organisation de leur pays. Il y en a qui vont mourir pendant ces 7 ans-là. Et on va perdre comme ça l'avenir du pays. Et c'est ce à quoi j'assiste lorsqu'on pense aux gens comme des Zoringoma et d'autres qui sont morts, sans avoir pu apporter vraiment leur capacité intellectuelle, parce que simplement, ils étaient dans l'opposition ou bien ils n'étaient pas dans la majorité. Alors, il faut absolument corriger cela pour mettre toutes les intelligences, ce que j'appelle la synergisation des intelligences. Il faut que toutes les intelligences se mettent au travail pour amener le Gabon au changement que nous souhaitons. Alors, le concept de la tétravalence, comme vous venez de l'indiquer, c'est le socle de votre projet de société pour cette élection 2016 au Gabon. C'est également le but que vous recherchez dans la voie nouvelle. C'est comme ça que vous avez intitulé votre projet de société, votre nouvelle ligne, c'est la voie nouvelle. Nous allons en parler tout au long de cette émission. On va peut-être ouvrir la première grande enveloppe de ce soir qui concerne la politique intérieure et extérieure du pays. On va commencer par parler des questions de sécurité. Timothée Mémé va vous poser quelques questions là-dessus. Avant de poser des questions de sécurité, Monsieur le Président, j'aimerais poser une question toute simple. Pourquoi êtes-vous candidat pour une énième fois? Mais je suis candidat parce qu'il y a encore beaucoup de changements à faire au Gabon et que je crois que par rapport au programme que j'ai toujours énoncé et dont vous savez qu'il a été plébiscité en 1993, je ne peux pas partir du Gabon au niveau de la vie, partir du Gabon sans donner encore une sorte de chicnaude pour que ce programme puisse être mis au point. Je suis convaincu que c'est ce programme-là qui peut amener quelque chose de sérieux au Gabon. Aujourd'hui, on est face à un phénomène tentaculaire, Boko Haram, le terrorisme un peu partout en Europe. On le voit à la télé. C'est vrai qu'au Gabon, le phénomène est assez résiduel. On a vu pas mal de pirates chez nous. Si vous étiez élu président, quelle serait votre démarche pour prévenir ce genre de phénomène? Il faut aller au fond des choses. Boko Haram, ce sont de petits musulmans qui ont été à l'école coranique. Ce qu'ils ont retiré de l'école coranique ne leur a pas donné la possibilité de s'intégrer dans la société, avoir des fonctions, être fonctionnaires. Donc ces enfants-là se sont trouvés avec leur école coranique, qui ne pouvait pas leur permettre de s'intégrer dans la société moderne. Quand on dit le Boko Haram, c'est un problème justement d'enseignement, un problème d'éducation. À partir du moment où dans un pays, vous ne cultivez pas, vous ne formez pas des enfants et qui vont tourner dans les rues comme nous en avons ici,
Mais ces enfants-là, ils sont recrutés par n'importe qui leur dira, vous savez, vous n'avez rien à faire, venez avec moi, nous allons vous donner de quoi vivre, vous allez vivre bien, et puis prenez les fusils, vous irez dans tel pays comme mercenaire. Je dis, Boko Haram, c'est d'abord une faute, je dirais, de la communauté peut-être internationale, qui a fait que certains enfants ont étudié, d'autres n'ont pas pu le faire. Et c'est ce que je reproche au Gabon. Je dis, la première mesure de sécurité dans un pays, au Gabon aujourd'hui, c'est d'abord d'envoyer tous les enfants à l'école. Quand ils sont à l'école, vous avez 50% de chances qu'ils ne fassent pas le banditisme. Vous, président de la République, vous allez certainement faire de la prévention sur cette question de Boko Haram, qui a déjà frappé sur un certain nombre de pays de la sous-région. Et le Gabon est encore épargné de ces actes-là. Vous, président de la République, quelle prévention pourriez-vous faire? Vous avez parlé de l'éducation, nous allons en parler un peu plus tard. C'est déjà quelque chose à faire. Mais au-delà de l'éducation, sur le plan de la sécurisation du pays, qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre en place? La sécurisation du pays. Qu'est-ce qui s'occupe de la sécurité d'un pays? C'est les agents de sécurité. Il faut les former en fonction de ça. Il faut qu'on ait le nombre suffisant pour protéger le 1,8 million Gabonais. Il faut recruter les gens, mais pas comme ça, je recrute mon neveu, je recrute ceci ou cela, mais qu'il y ait un recrutement sérieux, pas de recrutement qui se font, où on annonce le concours 2 jours avant, on sait très bien que pendant les 2 jours, on ne peut pas établir un dossier. Donc il faut calculer exactement, savoir exactement les points où le problème de sécurité se pose, et en fonction de ça, déterminer, parce que c'est l'intelligence qui travaille, déterminer de combien d'agents de sécurité avons-nous besoin dans notre pays. Il y a des frontières. Nous avons la frontière du Golfe, nous avons la frontière du Congo, nous avons d'autres frontières. Il faut savoir exactement. Quand vous allez aux frontières du Gabon, vous allez par exemple à Ndindi, là-bas, dans Mayumba, mais vous trouvez là peut-être 1 ou 2 gendarmes qui sont à pied. Vous allez à Mabanda, vous allez à Molegui Binza, vous trouvez 2 policiers, 2 gendarmes qui sont assis et ils n'ont rien, parfois ils n'ont même rien à manger. Est-ce que vous êtes en train de donner raison au président sortant, Ali Bongo Ondimba, qui procède à des recrutements massifs des forces de l'ordre? Non, les recrutements que le président sortant fait ne sont pas bons. Parce que ce sont des recrutements qui se font, comme je vous ai dit là. On annonce le concours 2 jours avant, et puis c'est fini. Quand on fait un recrutement dans un pays responsable, on sait qu'on a besoin de tant de candidats. Et ces candidats doivent présenter leur dossier à telle date. Et le concours se fait à telle date. Mais il n'y a rien de cela au Gabon. Vous suivez ça comme moi, c'est déplorable. Donc ce recrutement-là sont faits de manière irresponsable. Les questions de justice, Monsieur le Président, il y a quelques semaines, les magistrats, pour la première fois, ont battu le pavé pour dénoncer un certain nombre de choses. Pensez-vous que ça a été une bonne démarche pour les magistrats gabonais? Les magistrats gabonais ont manifesté parce que, d'une part, on n'a pas respecté les lois qui déterminent qui on doit nommer à telle ou telle place. Première chose. Deuxième chose, ils ont manifesté parce qu'ils ont des revendications depuis toujours, des revendications qui ne sont pas satisfaites, des revendications légitimes. J'entends, et qui ne sont pas satisfaites. Alors, à ça, ajouter à d'autres choses, ben, c'est tout à fait... C'est étonnant, évidemment, de voir que dans un pays, des magistrats battent le pavé pour réclamer des choses. Déjà, pour nous, ce n'est pas à notre honneur. Ce sont des choses qui ne devraient pas se passer. On doit tenir compte des revendications légitimes des gens, surtout des gens qui s'occupent de notre justice. Donc, ils ont été poussés pratiquement par le refus
qu'ils ont rencontrés. Vous avez été pendant longtemps dans votre CV qu'a adressé mon confrère, ministre dans ce pays. Vous appartenez à la majorité présidentielle. Est-ce que la magistrature, la justice est véritablement indépendante dans ce pays? Le Gabon n'est pas un pays démocratique. Ce n'est pas possible qu'un pays démocratique ait du sommet de l'État à la base. Tous les responsables sont d'un seul parti politique. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Et ensuite, on ne tient même pas compte de la pluridimensionnalité du pays. Ça veut dire que nous avons peut-être une quarantaine de communautés. Mais quand on voit l'organisation du pays, on ne tient pas compte de l'existence de ces communautés qui ont chacune une philosophie, chacune une vision du monde. Il faut les étudier. Et j'imposerais même, si j'étais au sommet, j'imposerais même à chaque Gabonais qui fait des études supérieures de passer au moins un diplôme où il traite un sujet de ses origines. C'est absolument indispensable. Ces gens qui sont aujourd'hui même, il y a des gens qui ne savent même pas parler leur langue. Mais j'ai dit aux gens que si vous me dites que vous êtes pour nous, que vous ne parlez pas pour nous, pour moi, vous n'êtes pas pour nous. Parce que c'est la langue qui caractérise quelqu'un d'abord. Et ensuite, on change de reste. S'il n'y a pas de langue, il n'y a rien. C'est des questions qui vont être certainement abordées on parlera de la question de culture, le volet culture, monsieur le Président. La justice gabonaise, vous le dites, elle n'est pas indépendante. Mais comment faire? Qu'est-ce que vous pourriez faire pour que cette justice, une fois président de la République, soit véritablement indépendante, comme vous le souhaitez? Une justice. On laisse les gens, quand il y a un problème, on laisse les gens de la justice juger. Pourquoi on se mêle de ça? Quelqu'un a tué, quelqu'un a volé. Qu'est-ce que le gouvernement, l'État avant là-dedans? Ça tombe dans le domaine de la justice. Et la justice, il y a des gens compétents, il y a des docteurs en droit, il y a tout ce qu'il faut. Ils ont tout ce qu'il faut pour être indépendants. Pourquoi? Il faut les laisser faire leur travail. Je ne peux pas comprendre qu'on soit tout le temps en train d'intervenir auprès du ministre de la Justice, auprès de tel ou un tel, fais-moi ça, mon cousin, ceci, cela. Mais quand quelqu'un se met en faute, il faut qu'il en assume les conséquences. Donc si vous êtes président, vous ne serez pas président de la magistrature suprême? Si magistrature suprême ne veut pas dire on doit orienter, la magistrature suprême, ça veut dire on est responsable, on est un peu, si vous voulez, le catalyseur, celui qui donne l'esprit de la justice dans un pays. Ce n'est pas qu'il va intervenir pour dire condamner M. Babasolo, condamner M. Untel, condamner M. Untel. Il ne s'agit pas de ça. Là, les mots français, là aussi, ça nous met complètement dehors. La promotion, la qualification, gravissement des échelons, oui. Cela incombe au président du Conseil supérieur de la magistrature selon les textes. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est quand même un risque que le président de la République continue, lui, à faire la promotion des magistrats? Quelque part, ils lui sont assujettis. Est-ce que vous allez vous inscrire également dans la même démarche? Mais non, le président n'est pas là pour assurer la promotion des magistrats. La promotion au Conseil des ministres, il y a le ministre de la Justice qui promet les gens, il propose des nominations. Ils verront dire que le président, non, parce que c'est le président qui signe le décret, mais ce n'est pas le président qui... Non, il voit ça entre là-bas, il voit qu'il doit être promu. Et puis il y a des lois qui disent, tel, à partir du moment où tel a passé tant d'années, il a fait ceci, et il a droit à ça. On examine le dossier. Le président de la République n'a pas à se mêler de ça. Et on lui donne le raison, dit voilà, monsieur le président, vous signez un décret, nous pensons que tel peut faire ceci ou cela, et le président de la République signe. Alors, monsieur le président, vous venez de donner votre point de vue sur cette question. Les magistrats, eux, veulent que le président de la République ne continue pas à assurer les responsabilités du président du Conseil supérieur de la magistrature. C'est l'une de leurs revendications. Vous, président de la République, vous seriez prêt à exercer cette fonction? Mon principe est le suivant. La démocratie participative. On ne décide pas dans un secteur sans associer à la discussion les gens qui sont dans ce secteur-là. Il y a que le magistrat. Si ça pose problème, réunissez-vous, vous allez arriver à des conclusions que vous allez proposer au président de la République. Donc vous seriez
président du Conseil supérieur de la magistrature, président de la République. Alors, mais il y a des lois de la République. Ce n'est pas moi qui vote les lois. Les lois sont là. Mais je vais d'abord suivre les lois qui sont là. Que disent les lois? Bon, à partir du moment où on dit les lois disent ceci, les magistrats eux-mêmes vont indiquer si oui ou non il faut procéder au changement de ces lois-là. Et à partir du moment où une loi est votée, le président de la République, il n'a plus rien à dire. Selon l'esprit des lois, selon Montesquieu, un philosophe des siècles des Lumières, le pouvoir arrête le pouvoir. Ici au Gabon, en fait, se pose le problème des contre-pouvoirs et tout, qui n'existe pratiquement pas. Vous, Président, est-ce que vous serez amené à renforcer les pouvoirs de nos institutions, qui n'ont d'institutions que nous? Les institutions ont chacune une mission. Et on lui indique les conditions de réalisation de sa mission. Les lois sont là, je ferai respecter les lois, mais je ne déciderai rien de ce qui concerne la justice sans avoir consulté ceux qui travaillent dans ce domaine-là. Le principe de la démocratie participative. Parce que les gens s'imaginent que, parce qu'on est président de la République, on peut tout dire, on peut tout faire, on peut intervenir là-bas. Je veux ça, mettez-tel là-bas. C'est pas ça. Le président de la République, il est soumis aux lois du pays. Et c'est même lui qui devrait être le plus soumis à ces lois-là. Il n'a pas donné. Passez-moi cette loi-là, mettez-la moi en l'air. Non. Le président de la République, c'est celui qui doit donner l'exemple de celui qui sait se soumettre aux lois. Comme j'avais fait à la mairie, j'ai dit, l'administration dit qu'on doit être au travail à 7h30. Alors nous devons être là à 7h30. Mais moi, j'arrivais avant les agents municipaux. Et au bout de 3 mois, le problème de retard était résolu. Monsieur le Président, quel bilan faites-vous de votre apport dans ce qui est de la marche démocratique? Vous êtes rentré, lorsqu'on vous voit arriver, on s'est dit, voilà, quelqu'un qui vient booster notre démocratie. Et puis à l'époque, vous aviez des discours assez... Quel bilan faites-vous aujourd'hui, avec le recul? Est-ce que vous avez été un grand apport pour la marche démocratique au Gabon? Ce n'est pas à moi de le juger. J'ai dit, j'ai amené un corpus d'idées. Si je suis venu, je vais vous dire pourquoi je suis venu. Parce que le président Bongo-Dieu, tu veux les changements, tu veux la démocratisation du pays. On ne peut pas le faire, toi étant à Paris et moi étant à Libreville. Mais je t'informe, Paul, qu'autour de moi, il n'y a personne qui veuille du changement. Viens. Et c'est comme ça que je suis venu. Je peux vous présenter le télégramme que le président Bongo m'a envoyé. Donc vous étiez en contact? Bien sûr, puisque je parlais. Il a envoyé un bail pour me contacter, qui a dit voilà, viens discuter avec le président. Alors, je rappelle à votre mémoire que quand même, ce dont le président Bongo disait à cette époque qu'il n'était pas pour le changement, ce sont eux qui parlent de changement aujourd'hui. Alors, Monsieur le Président, on va peut-être parler des questions de défense nationale et de diplomatie. On a effleuré l'idée il y a quelques minutes, notamment avec la potentielle invasion de Boko Haram à l'intérieur des frontières du Gabon. Est-ce que vous pensez que le pays est à l'abri des dangers venus de l'extérieur? Je parle là des questions de défense nationale. Lorsque vous serez président, est-ce qu'il y aura nécessité de renforcer nos remparts? Mais bien sûr, il va falloir même réfléchir très sérieusement. Comme je vous dis, les gens qui sont responsables de la sécurité aujourd'hui, il y a parmi eux des gens très compétents. Pour renforcer cette sécurité-là, il faut les réunir pour dire, voilà le problème que nous avons. Qu'est-ce que vous proposez? Et c'est à partir des gens de terrain qu'on prend des décisions. J'ai dit, on prend des lois à partir des attentes du peuple. Ce n'est pas parce que moi, président de la République, j'ai dit, bon oui, ça m'arrange, bon, je vais décider, allez, mon secrétaire ou le secrétaire général ou mon conseiller juridique, faites-moi ça et puis... Non. Il y a un problème qui se pose dans tel secteur.
J'appelle les responsables de ce secteur-là. Je dis, voici le problème qui se pose. On doit le résoudre. La réflexion commence à partir de vous, à partir de vos propositions. Et dès lors que les propositions sont données, on dit que les propositions doivent être transformées en loi pour qu'elles soient obligatoires dans leur application. Pour ce qui est de la défense du territoire, on a bien peur. Je ne sais pas trop bien si mes souvenirs sont bons. Je ne sais pas si vous êtes prêtre dominicain ou spiritain. Mais généralement, les prêtres ont ceci de particulier, c'est que ils reposent tout sur la foi, sur un phénomène imaginaire. On ne vous voit pas en train de prendre des méthodes fortes, des méthodes radicales pour freiner un phénomène tentaculaire comme Boko Haram. Vous avez une fausse idée du prêtre. Le prêtre, ce n'est pas celui qui rêve, c'est celui qui est là, qui prend des décisions. Quand vous dites, monsieur, vous avez commis tel acte, vous devez demander pardon. Vous croyez que c'est le gaieté de cœur que le gars il demande pardon, tu vas aller au ciel. Le prêtre, c'est d'abord un homme. Un homme qui a le sens de son pays. Un homme qui a le sens de sa culture. Vous savez très bien, parfois on accuse les missionnaires d'avoir été la pointe de la colonisation. Mais non, ce n'est pas ça le prêtre. Le prêtre, c'est celui qui est, comme on dit dans une société, un terme chômeur, c'est un terme hébreu, chômeur, ça veut dire le gardien, la sentinelle. Celui qui est gardien, il dit, là, il y a le loup qui vient. Ici, il y a tel autre. Il avertit. C'est ça. Alors maintenant, quand vous voyez me battre, mais maintenant j'ai une fonction politique. Je suis responsable d'un parti politique, et un parti politique qui doit parvenir au pouvoir. Et je veux parvenir au pouvoir pour pouvoir appliquer ce programme qu'on a plébiscité déjà en 1993. Et si on l'applique, je vous promets que vous allez voir ces enfants qui tournent dans les quartiers, vous ne les verrez plus. Vous allez les voir ou bien dans les ateliers ou bien à l'école. Ces enfants ne seront plus là en train de tourner comme ils font maintenant. C'est eux le Boko Haram de demain. Isaac Makanga, peut-être une question sur la défense nationale avant d'aborder l'aspect diplomatie. Oui, Monsieur le Président, la défense nationale, nous remarquons que depuis l'avènement du président de la République qui va remettre son mandat dans quelques jours en jeu, il y a une politique qui est mise en place visant à faire, et c'est depuis même quand il a été ministre de la Défense, une armée dite en or. De quoi? Républicaine. Oui. Opérationnelle et républicaine. Or, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des menaces internationales, mais est-ce qu'aujourd'hui, l'armée, on ne peut pas la faire comme en Angleterre, où elle va se mettre au service des citoyens pour pouvoir également apporter quelque chose? Est-ce que... Mais bien sûr, bien sûr. L'armée, bon, c'est d'abord la défense nationale. Quand il n'y a pas de guerre, qu'est-ce que fait l'armée? L'armée peut rendre d'autres services. Je me souviens que j'avais proposé à un moment donné, quand j'étais maire de Libreville, lorsqu'il y avait beaucoup de saleté dans la ville, j'avais proposé que l'armée nettoie la ville. Mais les gens se sont élevés pour dire, mais Mbabosso prend l'armée pour qui, pourquoi? Mais c'est ce que l'armée peut assumer des tâches qui ne sont pas proprement les siennes à un moment donné pour le pays. Et c'est ça. Et l'armée, il a beaucoup de choses. On peut très bien prendre un militaire pour être préfet ou pour être, je ne sais pas, un responsable dans tel ou tel, même pour être ministre et tout ça. Mais c'est l'État, c'est le président de la République qui, avec les lois, respectant les lois, qui décide du statut des militaires. Quand on n'est pas en temps de guerre, les militaires font quoi? Ils peuvent rendre beaucoup de services. Il y a des gens instruits là-bas. Moi, par exemple, aujourd'hui, on dit qu'il n'y a pas assez d'enseignants. Je pourrais très bien, je sais qu'il y a des diplômés là-bas. Je pourrais éventuellement dire, écoutez, nous ne sommes pas en temps de guerre. Est-ce que vous pourriez me donner une trentaine de militaires pour aller enseigner dans telle ou telle école? Est-ce que cela, on le retrouve donc dans votre projet de société? C'est-à-dire, en temps de paix, l'armée peut jouer ce rôle-là dans l'éducation, dans la santé et dans tout autre domaine? Ça, nous le dirons. C'est peut-être pas à dire... Vous savez, les choses de l'armée, il faut toujours être très discret. Parce que l'armée,
c'est notre secret. Mais il est bien évident que si je suis président de la République et qu'il y a besoin d'assumer la sécurité des fonctions tout à fait publiques, d'associer les militaires. Ils sont capables. Faire les routes, ils peuvent très bien, ils sont capables. Mais il y a des ingénieurs des ponts et chaussées parmi les militaires. Ils peuvent construire. Si je dis, voilà, je voudrais que chaque Gabonais ait une maison, c'est ma volonté ferme. Alors je sais que si on associe les militaires à ce projet-là, ça coûterait moins cher et ça se ferait de manière plus efficace. Est-ce que vous serez tenté de mettre hors du territoire l'armée française qui est là pour des raisons... Mais pourquoi mettre l'armée française dehors? Quand vous êtes dans un pays, vous mettez quelqu'un à la porte à partir du moment où il a commis une infraction. Vous avez accepté que quelqu'un vienne chez vous, vous lui donnez une carte de séjour. Il ne commet pas une faute. Pourquoi vous le mettez dehors? Je continue à dire qu'à partir du moment où quelqu'un a ses papiers en règle au Gabon, il doit être traité tout comme un Gabonais. Et quand je parle d'école cadeau, même les enfants des étrangers qui sont au Gabon, leurs enfants vont aller à l'école cadeau. C'est la loi, c'est une loi du pays. Comme nous avions en France, nous allions dans les universités. Nous payons les frais de scolarité exactement comme les Français. On n'a pas dit parce que ce sont des étrangers, il faut qu'ils payent plus. Ça, c'est ridicule. C'est ridicule. Monsieur le Président, dernier point dans cette grande enveloppe, cette première grande enveloppe, la question de la diplomatie. Timothée Mémé l'a également effleuré avec les partenariats privilégiés qu'il peut y avoir avec un certain nombre de pays. Quelle est la diplomatie que vous mettriez en place une fois président de la République? Une diplomatie ne se met pas en place chaque fois qu'un président de la République est changé. Quand un président de la République, je pense, même s'il n'est pas responsable, il sait très bien que quand il arrive, il y a une diplomatie qui est organisée. Il prend d'abord cela en compte. Et s'il trouve des manques, à ce moment-là, c'est toujours la même chose. Parce qu'au Gabon, je voyais à un moment donné, il y avait des réunions des ambassadeurs pendant les vacances. On leur pose la question, les problèmes qui se posent, quelles solutions proposez-vous? Mais ce que je déplore pour la diplomatie, vous serez peut-être pas d'accord avec moi. Je n'enverrai pas en diplomatie des gens de vos âges. Moi, j'enverrai des gens beaucoup plus âgés, des gens qui sont déjà assis. Parce que j'ai perdu un garçon que j'aimais bien, Vincent Boulet, qui à la fin de ses études est allé en diplomatie. Et il a passé des ans là-bas. Et quand il revient au Gabon, il n'avait pas de terrain, il n'avait pas de maison. J'imagine que ce garçon, complètement déphasé, il s'est dégoûté de la vie. Il faut déjà quelqu'un qui est... Ou si on la voit tout jeune, quelqu'un qui est jeune, je dis, bon, il faut qu'on lui donne une maison. Quand il va finir la diplomatie, il va venir habiter une maison. Un diplomate arrive, comme j'ai vu ça avec monsieur, je cite le nom, monsieur Enembe, qui avait été ambassadeur pendant des années, avec une Mercedes. Et quand il arrive ici au Gabon, il attendait le taxi au bord de la route. Et ses enfants lui disaient, papa, où est la Mercedes, où est la voiture qu'on avait, c'est parti où? Le pauvre, il ne pouvait pas répondre. Qu'on sache que quand on envoie quelqu'un en diplomatie, il est allé représenter le président de notre pays dans un pays. Quand cette personne revient au pays, elle doit trouver un standing digne de la vie qu'il a menée à l'extérieur. Il y a assez d'argent pour ça. Alors, Monsieur le Président, on doit comprendre qu'une fois président de la République, vous allez ramener aux affaires les anciens diplomates qui, pour certains, seraient aujourd'hui à la retraite, sous prétexte qu'ils sont d'un certain âge, qui sont assis d'une certaine manière, alors qu'on ne fait pas du neuf avec du vieux? Ah, il ne faut pas employer cette expression-là chez moi. Ce sont des fous qui disent ça. Ce sont des fous, des enfants qui n'ont rien appris. J'ai entendu dire ça. Non. Les gens qui ont été en diplomatie, comme des gens qui ont été à l'armée, vous savez, ils sont retraités relativement jeunes. Mais quelqu'un qui a encore la force de travail, on ne le laisse pas. Là aussi, on discute, on dit, qu'est-ce qu'on va faire des militaires qui arrivent
à 45 ans qui sont retraités? Qu'est-ce qu'on fait des diplomates qui arrivent? Qu'est-ce qu'on fait de... Ce n'est pas une affaire de décision du président de la République seulement. C'est une affaire de... Il faut appliquer le principe participatif. Il faut savoir que chacun est citoyen et qu'il garde ses droits de citoyen où qu'il se trouve. Et cela doit être considéré et revu et étudié pour que tout le monde se trouve à l'aise. Il y a assez de moyens au Gabon pour s'occuper de tout ce monde-là. Vous savez, je ne vous dis pas, le Gabon est un pays pétrolier. Je vous dis les discussions que j'ai avec le président Bongo. J'étais informé à cette époque que le président de la République, qui s'appelait Bongo, parce qu'aujourd'hui ça doit être plus certainement, qu'il recevait 20 milliards tous les ans comme argent de poche, président d'un pays pétrolier. Je dis, monsieur le président, vous n'avez plus besoin d'argent maintenant. Si vous prenez ces 20 milliards, vous prenez 2 pour votre famille, vos enfants, et les 18 autres milliards, donnez-les 2 à chaque province tous les ans. Et vous instituez, et ce que j'instituerai, ce qu'on appelle les chantiers du président. Ça veut dire que je veux que dans chaque province, il y ait quelque chose qui soit engagé. Et je dis, voilà, il y a des gens qui sont occupés pour investir avec ces 2 milliards. Les chantiers du président qui n'auront rien à voir avec le budget de l'État. Non. C'est l'argent de poche que je reçois. Pour ce qui est de la rente pétrolière, il y a quand même problème. Il y a des dessous, des aspects sombres dont on parle. Apparemment, le pétrole a été mal géré. Ça a profité à une caste d'individus. J'espère que vous, élus, vous n'allez pas perpétuer cette tradition de dessous de table, de pots de vin, de rétrocommission. Il y a du désordre parce qu'il n'y a pas de décision. On se concerte. On dit, monsieur, vous êtes ministre. À partir du moment où vous accordez un marché à une entreprise, vous avez droit à ça. Mettons, on met 10 millions. Mais il faut que ça soit réglementé. Si chacun doit décider ça du fond de son ministère ou c'est pas la nuit dans un restaurant ou dans un hôtel, évidemment, c'est du désordre. Il faut qu'il y ait des lois, des décisions où que tout le monde sache que quand je pose tel acte, voici les conséquences de tel acte. Il est tout à fait normal que je ne parle pas de dessous de table, je ne sais pas quelle expression utiliser, le retour de celui qui donne un marché. Il dit voilà, il a ça. C'est pour cela que j'avais proposé, maintenant vous allez savoir pourquoi, j'avais proposé au président de la République de mettre à la présidence des agences. C'est pour ça. On disait, bon, les agences, ça va servir à quoi? Ça devait servir à quoi? Dans mon esprit, quand j'avais fait la proposition, ça devait servir à ceci. Lorsque quelqu'un recevait un marché, on fait tous les papiers, le ministre vient signer à la présidence après avoir négocié avec l'opérateur économique. Et quand il signe le texte à la présidence, il a droit à un retour. Comme disons-le, parce que je n'ai pas un autre mot, un dessous de table. Mais je n'avais pas conseillé au président de l'agence, la présidente, pour que cette agence-là garde tout l'argent. Non, c'est complètement... Là, vous parlez du président actuel ou bien de... Je parlais qu'avec le président Omar Bongo. Avec celui-ci, je ne parle pas, je ne le connais pas. Je ne discute pas avec lui. Monsieur le Président, vous êtes membre de la majorité présidentielle et vous ne discutez pas avec le chef de la majorité présidentielle? Mais non, je n'ai pas discuté avec lui. Qu'est-ce qu'il discute avec lui? Nous avons signé la charte en 2010, quelque chose comme ça, si ma mémoire est exacte. Mais après, on a eu une réunion comme ça commune et après on n'a plus vu le président de la majorité. Est-ce qu'on doit comprendre que la question des agences est une question beaucoup plus vieille que l'avènement d'Ali Bongo à bien sûr, à la présidence de la République? c'est moi qui l'ai proposé au président de la République. Pourquoi il ne l'a pas mis en place? Il faut aller lui poser la question. Les agences évoluent avec des fortunes diverses.
Bon, tous les agents devaient avoir, et même ça on dit voilà, le TP, l'éducation nationale et tout ça. C'était pour éviter des détournements. Alors on comprend donc qu'une fois président de la République, il y aura toujours des agences à la présidence de la République, mais sous une autre forme. Non, alors je ne dis pas que je promets ça, je dis c'est un problème. J'avais dit il fallait étudier. Quand je dis j'ai donné l'idée, je n'ai pas donné une organisation. Quand on donne une idée, il faut l'étudier pour voir comment éventuellement on peut l'appliquer. Le problème des agences, il faut revoir ça puisqu'il y a des contestations. Les ministres contestent cela. Les ministres n'ont plus d'argent pour travailler. Écoutez-les dans leurs réunions privées. C'est anormal que les ministres disent oh, « moi, je n'ai pas d'argent ». J'ai connu, quand j'étais à l'Assemblée, il y a quelqu'un qui était ministre qui est venu présenter son budget et qui dit « mais je n'ai rien pour travailler ». Mais vous vous imaginez un ministre qui a une responsabilité sociale, on lui dit « je n'ai pas l'argent pour travailler ». Mais le budget, aujourd'hui, on n'a jamais eu de budget aussi élevé que depuis 2009. C'est 2 000 milliards, 3 000 milliards, alors qu'avec le président Omar Bongo Diomaye, il y avait 1 000 milliards de budget. Alors, tous ces budgets-là sont partis où? Et quand on dit qu'on a fait les routes, je le dis haut et clair, les routes, c'était prévu. J'en avais discuté avec Omar Bongo. Les passages à niveau, là, c'était prévu. C'est moi qui avais proposé ça quand j'étais maire de Libreville. Il devait en avoir un autre là-bas, face au lycée Léon-Bas. Sauf que l'exécution traînait les pas. L'exécution ne traînait pas. Quand on donne une idée, on la travaille. Et nous travaillons, nous réfléchissons. Mais quand le président Bongo est mort, l'idée est tombée à l'eau, quoi. Regardez ces cases de pygmées que vous voyez face au lycée Léon-Bas. J'avais proposé là au président de la République un échangeur. Je dis, nous allons placer à cet échangeur un restaurant qui fera le nom de Libreville. Et on a présenté les cases de pygmées que vous voyez là. Ici, demain, au soir du 27 août, vous êtes élu. Que comptez-vous faire pour redonner des lettres de noblesse à la diplomatie gabonaise? Dites-moi, quand vous serez élu. Quand vous serez élu, Monsieur le Président, bien entendu. Mais je vous ai donné mon principe. Vous savez, de mon point de vue, formation intellectuelle, formation de curé, de mon point de vue, actuellement, il n'y a que du désordre. Il faut pratiquement mettre tout à plat. Mettre tout à plat. Mais on ne va pas aller chercher les gens à l'extérieur. Mais ils sont là, les gens qui sont capables de faire ce travail. Vous voyez, quand on dit oh, le PDG, ceci, cela, mais au PDG. Mais les gens qui sont les plus compétents là-dedans, au PDG, on les a mis en veilleuse. Et on amène ceux qui disent, c'est pas avec du vieux qu'on fait du neuf. Mais qu'est-ce que le vieux, qu'est-ce que le neuf? La compétence, c'est vieux, c'est neuf. C'est donc quel proposez-vous pour ce que vous... Mais je vous ai dit, je prends chaque secteur et je demande aux responsables de ces secteurs-là de donner les indications pour qu'on puisse réformer, pour qu'on puisse changer, transformer. Mais je n'ai pas des choses à prévoir. C'est vrai, le programme, c'est un peu quelque chose qu'on conçoit comme ça, avec la connaissance que j'ai du Gabon. Là où je peux parler vraiment avec beaucoup de compétences au niveau de l'enseignement, je suis moi-même enseignant, au niveau de la santé, parce que j'ai vu à l'intérieur du pays ce qui se passait au niveau des maisons. Quand vous pensez que moi, quand je faisais les tournées, j'étais obligé de dire aux gens, mais mettez à votre maison une fenêtre ici. Les gens ne savent pas comment organiser leur habitat. Et ça doit venir de l'État. Monsieur le Président, nous revenons sur ces questions dans un second point de notre émission. Mais j'aimerais quand même toujours me maintenir sur les relations internationales, notamment sous-régionales. Oui. Aujourd'hui, nous sommes dans une communauté appelée la CEMAC. À l'époque, les postes étaient quasiment les postes les plus en vue, prestigieux de l'organisation. Les Gabonais y étaient. Mais malheureusement, après 2009, le Gabon n'a plus que des broutilles. Mais là, vous arrivez au soir du 27 août, mais il y a quelque chose à faire. Qu'est-ce que vous comptez faire pour essayer de revoir vos pères? Maintenant, je veux parler un peu de manière un peu partisane. Je dis, un président de la République, il cherche à mettre ses citoyens, ses gens, dans les postes les plus en vue. Mais je veux me battre pour cela, mais seulement, c'est le président de la République qui donne l'image
de son pays aux autres. Ça va être d'abord un travail sur moi-même. Je vais me comporter de telle manière que les autres se disent, voilà le président gabonais, et quand on me voit, on respecte automatiquement le Gabon. Vous ne trouverez pas, comme je dis, vous ne trouverez pas, c'est vrai que pour moi, ça ne va plus, vous ne trouverez pas dans une boîte de nuit à Yaoundé ou bien à Paris. Non. Mais quand on trouve le président de la République en train de faire des phases dans une boîte de nuit à, je sais pas, dans le 16e arrondissement, ça ne fait pas très sérieux. Bon, voilà. Et si on est au Tchad, si on est au Congo, le président de la République doit être suffisamment lourd pour que quand il porte un acte, on se dise, voilà un chef. Voilà. Donc, moi, j'arrive dans un secteur, je dis, bon, voilà, écoutez, comment ça se fait? Monsieur le Président, c'est la fin de la première partie de cette émission qui était consacrée à la politique intérieure et à la politique extérieure. Dans la seconde partie, nous allons envisager de parler de la gouvernance sociale du pays. C'est dans quelques secondes. Retour sur le plateau dont on ne demande qu'à vous croire. Paul Mba Bessol est le candidat du RPG, le Rassemblement pour le Gabon, en ce qui concerne l'élection présidentielle 2016 au Gabon, et c'est lui notre invité. Nous parlons à présent de la gouvernance sociale, Monsieur le Président. D'abord, les questions d'éducation et de formation. De façon globale, Monsieur le Président, comment jugez-vous le système éducatif gabonais? Je suis clair. Le système éducatif gabonais actuellement est nul. Première chose, parce qu'il ne tient pas compte des cultures gabonaises. Deuxième chose, parce que les enseignants n'arrivent pas à être eux-mêmes, c'est-à-dire avoir un minimum pour bien faire leur travail. Et ensuite, nous avons l'obligation d'intégrer dans notre enseignement le Gabon. On apprend son pays à l'école. Or, dans des programmes scolaires, le Gabon n'est pas étudié. Vous voyez, ces trois choses-là, c'est très important. Monsieur le Président, de plus en plus, on remarque que les auteurs gabonais sont désormais étudiés à l'université, dans nos lycées, nos langues maternelles sont étudiées. Comment est-ce que, selon vous, la culture gabonaise n'est pas présente dans le système éducatif? Mais ce n'est pas un linguiste que vous dites que les langues gabonaises sont étudiées, enfin. Vous croyez, lorsqu'on fait des traductions justalinéaires, quand on dit « Mbo, Banyok, viens là, je vais à Kango, Maka, Kango », des phrases comme ça. C'est comme ça qu'on apprend le français en France. Ce sont des livres systématiques. On étudie une langue. On connaît son fonctionnement grammatical. On connaît ses sons, ses différents sons. Ce n'est fait nulle part. Je l'ai fait pour le fond. Ce n'est pas à moi que vous allez dire que les langues gabonaises sont étudiées. Je dis que c'est une honte que nous soyons aussi en retard, alors que dans d'autres pays, ils sont en avance, en train d'étudier leur langue. Et ça ne demande pas tellement d'argent. On peut y arriver. Et lorsque un enfant est déjà structuré quand il arrive à l'école par sa langue, cet enfant est beaucoup plus éveillé pour étudier les autres matières, les autres langues. Et même il est beaucoup plus éveillé pour faire les mathématiques. Allez demander, par exemple, à un docteur en mathématiques comme Eboué, allez lui demander, quand il a commencé à faire les maths dans le primaire, il comptait enfant. Et puis il a transposé petit à petit et il est devenu grand mathématicien comme il est aujourd'hui. Solution donc, Monsieur le Président? Mais la base, si je vous dis, dites-moi, enfin, vous êtes fan du gouvernement, dites-moi comment dire, 16 millions. Vous voyez? Alors voilà, vous pouvez compter un enfant des milliards, des dizaines de milliards, des centaines de milliards, mais vous ne le faites pas. Alors cette gymnastique que vous devez avoir dans la tête, vous ne l'avez pas. Et puis intellectuellement, vous êtes diminué. Parce que vous ne pouvez pas compter dans votre milieu. Vous êtes intellectuellement atrophié.
Donc voilà l'importance que j'apporte là. Et puis alors, il y a ceci qu'il faut également introduire, mais ça suppose qu'on discute avec les enseignants. Il y a les automatismes, les pièges. Ça veut dire quoi? Automatisme, ça veut dire que vous objectivez votre intelligence et vous donnez la mission de votre intelligence à des objets. Vous faites un piège, vous dites, toi, telle partie du piège, tu dois faire telle fonction. Toi, telle autre, tu dois faire telle fonction. Toi, tu dois faire telle fonction. Quand l'oiseau va se poser là, tu dois faire comme ça. Mais ça sort de votre intelligence. Quand un enfant fait ça pendant 3-4 ans, mais intellectuellement, il est déjà très avancé. Moi, j'ai fait l'école primaire en 2 ans. Bon, 2 ans et demi. Je suis arrivé aux débutants, bon, et puis on a dit, bon, là, aux débutants, ben, allez, il faut au CP2, et puis aller au C1, et puis quand je suis arrivé au C2, on a fait le concours d'entrée en 6e. C'est pas parce que j'étais une intelligence supérieure, c'est simplement parce que j'étais structuré. Je suis arrivé à l'école, je savais lire le fan, mon père me l'avait appris. Imaginez-vous le jour où vous apprenez à lire votre langue, que vous lisiez votre langue, même à votre âge, vous allez sentir quelque chose qui bouge dans votre cerveau. Qu'est-ce que vous mettriez en place comme moyen pour initier tout ce que vous venez de dire sur le plan de l'éducation? Mais tous les moyens qui sont nécessaires. À partir du moment où vous dites la formation des intelligences, c'est primordial. C'est ça d'abord. C'est plus important que les autoroutes. Comme j'aime dire aux rassembleurs, les autoroutes, un enfant qui a étudié, il peut les faire. Mais une autoroute ne peut pas faire un enfant. C'est ça l'important. Il faut y mettre le paquet. Je ne dis pas de mettre tout le budget, je ne dis pas encore les chiffres, nous aurons l'occasion d'en discuter par la suite. Mais si vous n'avez pas la formation des intelligences, qu'est-ce que vous avez? Vous n'avez rien. Nous avons vu le pont de Kango qui est resté cassé pendant je ne sais pas combien de temps. Parce qu'on attendait de trouver des ingénieurs, des ponts et chaussées pour aller arranger ça. Vous croyez que s'il y avait des techniciens gabonais, on aurait attendu 6 mois? 6 mois? Je sais que du temps de Léon Barou, nous étions à l'école. Et je crois que Jean-Marc Eko était ministre de l'Éducation nationale. Il disait, telle année, nous devons avoir tant de bacheliers dans tel domaine. Tant de bacheliers dans ceci. Il y avait une planification. Or, aujourd'hui, les enfants choisissent leurs études avec leurs parents. Tiens, j'ai eu mon bac. Bon, alors, qu'est-ce que mon enfant va faire? Bon, je vais prendre des contacts. Ce n'est pas possible. Il faut planifier la formation des cerveaux. Nous voulons faire un pays développé et savoir où on envoie nos enfants. Je sais que en Allemagne, il y a telle technique que nous devons acquérir. On dit, voilà, l'année prochaine, nous enverrons 2 en Allemagne. Au Japon, il y a telle technique. Là-bas, c'est ce qu'on appelle une planification. Aujourd'hui, il n'y a rien. Bon, ceux qui sont aisés disent, bon, mon enfant va aller faire telle chose pour dire, mon enfant a été dans une université prestigieuse. Mais je ne suis pas sûr que les enfants qui s'en vont faire leurs études secondaires en France et s'amènent avec des diplômes, je ne suis pas sûr qu'ils soient compétents de transformer le Gabon. Donc si je comprends, Monsieur le Président, lorsque vous serez élu, au soir du 27 août prochain, vous allez certainement mettre le gros des recettes budgétaires dans l'éducation comme le régime actuel. Et la formation. Je dis, quand je serai élu, l'école, la santé, ça va être vraiment, on va dire, les 2 premières années, il faut absolument que le système scolaire soit mis au point, le système sanitaire. Bon, bien sûr, il y a des travaux qui sont commencés dans d'autres domaines, on les suit. Mais on dit, il faut que notre système éducatif soit mis en place sur tout le territoire, qu'il n'y ait pas de raté. Une fois c'est mis en place, le reste va suivre. Isaac Makonga. Comment aujourd'hui, c'est vrai que l'école quasiment cadeau, mais on ne parle quasiment cadeau. Mais vous savez, vous avez lu les chiffres. L'État est responsable de combien d'écoles aujourd'hui? Tout le reste est privé. Pratiquement, l'État est dépossédé de la responsabilité de la formation des intelligences dans notre pays. C'est absolument inacceptable.
Voyez? Alors quand on dit l'école est obligatoire, l'école est cadeau, mais vous avez beaucoup d'écoles publiques maintenant. Vous avez des écoles dont l'État est responsable. Il n'y a pas. L'école catholique qui avait été fondée pour juste mettre les enfants pauvres. Aujourd'hui, je peux dire que même l'école catholique, ça coûte plus cher que les autres écoles. Alors ça veut dire que tout le monde a dérapé totalement. C'est ça déjà qu'il faut mettre de l'ordre. Chaque enseignement a été créé pour un but précis. Il faut le faire. Et le responsable de la formation des intelligences dans un pays, c'est l'État. Monsieur le Président, vous allez vous mettre à dos l'Église catholique en diminuant, par exemple, le prix de la scolarisation des élèves dans ces écoles. Mais pourquoi vous mettre l'Église catholique à dos? Moi, je sais ce qui se passait dans l'Église catholique. Et si les choses font autrement, ça veut dire qu'il y a des choses qui ne marchent pas. L'Église catholique, l'Église protestante, il y avait des subventions. Comment il n'existe plus? Les subventions existent toujours. Non, je pose une question. Non, les subventions existent toujours. Alors maintenant, les chrétiens se posent la question, mais les subventions, c'est pourquoi? C'est avec ça qu'on éduquait les enfants. C'est avec ça que j'ai été éduqué. On disait que l'État donnait des subventions. Mais l'État ne demandait pas à l'Église catholique de payer la scolarité. Alors, Monsieur le Président, pour trancher cette question de l'éducation, la formation, vous avez pointé un certain nombre d'insuffisances. C'est d'abord l'État qui est mis à l'index parce que les enseignants réclament beaucoup de choses dans l'exercice de leurs fonctions. Vous, Président de la République, qu'est-ce que vous allez faire pour que les enseignants ne partent plus dans la rue pour réclamer des choses, pour que les enseignants ne réclament plus la PIP, pour que les enseignants ne demandent plus la PIF et tout le reste? D'accord. Vous avez déjà une partie de la réponse. Lorsque je dis que je suis président de la République, je dis État généraux de l'enseignement. Il faut qu'il y ait réunion, qu'on sache. Les enseignants. Il y en a eu d'États généraux. Mais oui, ça n'a pas été appliqué. Et puis, ce n'est pas comme dans mon esprit. Les États généraux, c'est ceci. Les représentants du gouvernement, les représentants de la société civile, les représentants des confessions religieuses et autres, ils se réunissent. Vous allez me penser un système éducatif sérieux. Et ils vont se mettre à travailler. Et à partir de leur travail, on va faire des lois. Et c'est des choses qui doivent se faire très rapidement une fois que je suis élu. C'est là la première chose. Et d'autre part, les domaines de l'enseignement et de la santé doivent sortir des discussions habituelles. C'est un domaine particulier qui va être géré avec une commission. C'est-à-dire que dans ce domaine-là, on ne doit pas avoir des grèves, puisque la commission sera composée d'enseignants et d'autres. Ils vont suivre progressivement l'évolution de la chose. Et s'il y a des manquements, ils vont tout de suite alerter le gouvernement pour dire il y a tel domaine qui ne va pas. Et le gouvernement va en plus reprendre conscience de son devoir de la formation des intelligences du pays. C'est tout. Monsieur le Président, on va aller sur le volet de la santé. Hôpital Cadeau. Oui. Nous, depuis ces 7 dernières années, il y a des hôpitaux de dernière génération qui sont construits. Pendant ce temps, à Molingui-Binza, il n'y a pas la Nivaquine au dispensaire. Comment est-ce que vous allez résoudre cette équation? Mais ce n'est pas un problème, ça. À partir du moment où je suis président de la République, il y a une maison qui s'occupe des médicaments. On dit combien de dispensaires on a. Il faut former des infirmiers. Dans chaque localité, on doit organiser tout le mois la livraison des médicaments. Ce n'est pas un problème difficile, ça même. On a fermé les écoles de formation des infirmiers intermédiaires. Mais on les rouvre, c'est tout. C'est tout. Mais même les villageois, ils ont des solutions pour cette affaire-là. Molingui-Binza, on a mis un dispensaire, mais ils ont oublié qu'ils ont mis un dispensaire là-bas. À Imaoula, on a oublié qu'il y a un dispensaire là-bas. À Imaoula qui est à 70 km. Mais le médicament a un coût. Or, aujourd'hui, avec le contexte économique... Le médicament a un coût. Vous ne croyez pas que la bière et le farine, ça a un coût? Ce n'est pas un coût qui est plus cher que la formation des intelligences de mes enfants. Enfin, je veux être compétitif. Je veux que les cerveaux gabonais puissent être exportés même
jusqu'à Harvard là-bas. Comment faire pour faire du travail pour tous? Travail pour tous. Gabon, oui. Il faut engager des secteurs où on n'a pas assez de gens pour travailler. Et la fonction publique toujours, on va toujours recruter dans la fonction publique comme d'habitude? Mais non, écoutez, alors je vais vous expliquer. Par exemple, au niveau de la santé. Dans la tradition, il y a 3 domaines de la santé qu'on distingue chez nous. Ce que vous ne distinguez pas maintenant. Il y a, le premier domaine, c'est le domaine de la prévention. La prévention, ça veut dire l'environnement. Bon, si vous dites ici à Libreville, on va dire on va nettoyer tous les caniveaux, c'est ça la prévention. Et tout ce qu'il y a ça à Libreville, vous aurez des emplois à créer. C'est la prévention. Et puis la thérapie, il faut des infirmières, des médecins partout. Et il y a ce qu'on appelle, enfin, à Banra, ça veut dire l'immunisation, la période d'immunisation, dont on ne parle pas. Il y a ces 3 aspects-là. Et puis vous engagez en plus l'agriculture, mais vous serez obligé d'aller chercher même les gens à l'extérieur. Monsieur le Président, je lis là École Cadeau, Hôpital Cadeau, Travail pour tous. Nous sommes dans un monde marchand. Comment est-ce que c'est réaliste ça? On a comme l'impression que c'est le théologien qui parle, qui s'arc-boute sur l'irrationnel, sur la foi. Non, mon cher, non. Quand je parle de politique, je ne parle pas de foi. Ce programme-là, il a été pris à l'île Maurice. Il a été pris à Abidjan. Lorsque c'est nous qui l'avons pensé, l'île Maurice vit de la canne à sucre et de la pêche. Nous avons le pétrole, le bois. Il n'y a que le pétrole, l'argent du pétrole et le bois qui sont mis sur le budget de l'État. Mais le manganèse et tout le reste qui est à exploiter en cachette, cet argent-là, ça va où? D'autres qui sont plus pauvres que nous, on applique ce programme-là maintenant. Et c'est ici qu'ils l'ont pris. Et nous continuons à dire, voilà, c'est le théologien qui raisonne, alors que les autres sont en train de prendre l'avance sur nous. Monsieur le Président, un toit pour tous, ça a été une chimère qu'avait défendu. Est-ce que vous avancerez un chiffre? Si un chiffre, un toit pour tous. Oui, alors. Est-ce que vous êtes prêt à avancer un chiffre si vous êtes élu président pour construire à des abonnés un toit? Non, je n'invente pas. Je parle des choses réelles. Première chose, lorsque vous sortez du travail, de l'école, que vous avez un poste budgétaire, automatiquement, on doit vous attribuer une maison. Vous payez dans votre vie. Si on faisait ça déjà, 1. 2, au village, nous sommes quand même dans un pays de forêt. Si on veut faire un petit effort pour le 1 200 000, il y a combien peut-être 3 000 familles. Pour quand même dire chaque famille doit avoir une petite maison de 3 chambres, un salon et une cuisine derrière. Mais c'est possible. C'est possible. Ça ne ferait même pas 400 milliards. Vous avancez quand même un chiffre par année? Comment? Un chiffre de maison construite par année non, je n'invente pas de chiffres par 5 000 logements, par exemple. Je n'invente pas des choses comme ça. On étudie d'abord. L'orientation, c'est de donner un toit à tout le monde. Je ne veux pas dire comme ça, oh, je veux faire tant de machins par an, mais c'est irresponsable. Pour que vous allez me prendre. Vous n'avez pas analysé le terrain, vous venez d'indiquer les chiffres aux gens. Ça ne va pas, les Gabonais, ce ne sont pas des imbéciles. Mais j'espère que vous avez déjà quand même analysé, puisque vous êtes un Gabonais. Non. Et vous avez vu comment on construit les maisons dans nos villages. Non, je n'ai pas. Quand même avoir une idée. Non, je n'ai pas analysé, parce que les villages sont très mouvants. Si vous allez voir un village où vous aviez été il y a 10 ans, je prends par exemple un village comme Niali. Quand je suis arrivé à Niali en 1990, Niali était un grand village et on y cultivait du riz. Aujourd'hui, Niali n'existe plus. Et ce n'est pas le seul cas. Parce que justement, l'État n'est pas responsable. Un endroit aussi fertile, à Niali, on pouvait créer des emplois, la culture du riz. Mais parce que certains ont fait leur contrat de riz avec l'extérieur, ils ne veulent pas que les Gabonais produisent le riz. Voilà la vérité. Alors, Monsieur le Président, pour ce qui concerne les populations de l'arrière-pays, vous venez de prendre l'exemple de Niali. On connaît au Gabon le phénomène de l'exode rural.
qu'est-ce que vous feriez pour maintenir les populations dans les zones reculées comme Niali, justement? Je prends votre exemple. Vous êtes un enfant de Yem d'Akwakam. Je disais à Omar Bongo ceci, Monsieur le Président, si je lance l'agriculture comme je l'entends, avec des contrats éventuels à l'étranger, je vous dis que pas un seul enfant du Wellington qui gagne 300 000 francs par mois aujourd'hui ne resterait à Libreville. Ils iraient tous faire leur plantation. Ça ne vous dit rien, ça. Je peux dire autant pour les enfants de la Nyanga, autant pour les enfants de l'Angounier. Qu'est-ce qu'ils font ici? Moi, j'ai l'impression que l'État, plutôt, fait en sorte que les gens quittent leur village pour qu'ils soient aliénés, déracinés, et comme ça, on peut les manipuler comme on entend. L'autre vient de lancer le projet Glen, peut-être un peu tard. Est-ce que c'est dans le même esprit que vous comptez faire les projets, le projet Glen, je ne veux pas... C'est quelque chose qui est fait, bon, je ne sais pas. D'abord, je dirais déjà qu'au début, cette affaire Glen-là, les ingénieurs n'ont pas été associés. Le ministre de l'Agriculture n'a pas été associé. C'est déjà très grave. Ça montre que déjà qu'on ne sait pas trop si l'avenir graine va vraiment être. Si la graine va germer. J'en sais rien. Alors, je dis ceci, à partir du moment où on lance quelque chose pour l'agriculture, on lance les choses de l'agriculture, il faut d'abord lancer les choses que les gens mangent. Il faut que le Gabonais mange d'abord à sa faim. Bon, c'est bien, tu vas faire pousser les palmiers, mais les palmiers, ça va pousser, ça demande combien de temps? Peut-être 3, 4 ans, 5 ans. Alors, il faut savoir qu'ils doivent vivre du moment où ils plantent le palmier jusqu'au moment où ils peuvent rapporter un espace de 3-4 ans. Mais ils auront l'occasion d'abandonner ça parce qu'ils auront faim. Mais c'est simplement le simple bon sens. Mais je dis, si je veux réaliser des choses au niveau de l'agriculture, il faut d'abord insister sur ce que les gens mangent. Quand on mange, on est soutenu sur place. Quand on a faim, on devient errant, on devient nomade. Si on n'a pas prévu ça, on n'a rien prévu pour le Gabon. Alors l'autosuffisance alimentaire, c'est une possibilité, Mais c'est tout à fait possible. Quand je suis arrivé au ministère de l'Agriculture, j'avais trouvé, on me disait, il y avait 150 milliards d'importation de produits alimentaires. Et le président m'a dit, bon, allez, on va voir de quoi tu es capable. J'ai dit, bon, je vais me mettre au travail. Aujourd'hui, on en est à 300 milliards. Attends, voilà. Aujourd'hui, on est à 300. Ça veut dire, il n'y a aucun effort qui est fait. C'est tout. Il n'y a aucun effort. Ce sont des choses possibles. Oui, Monsieur le Président, vous êtes dans l'optique de correction. Vous êtes en train de rassurer quelque part aussi les Gabonais qui vous suivent. Qu'est-ce que vous leur dites pour que nous puissions arriver à l'autosuffisance alimentaire? Ne plus dépendre de l'extérieur. Mais il suffit de faire amener les gens à planter. Quand je suis devenu ministre de l'Agriculture, j'ai dit, vous plantez 3 arbres. Ceux qui l'ont fait sont en train de manger leurs fruits aujourd'hui. On dit, on veut planter, si on veut planter la banane, on veut planter le manioc, on veut planter la canne à sucre. Mais les ingénieurs sont là. Qui vous dit, voilà, telle terre, on peut planter ceci, telle terre, on peut planter ça. Il faut une étude générale du pays pour qu'on sache là où on peut produire telle ou telle chose. Et à partir du moment où c'est déterminé, on dit, ici on peut produire ça, vous allez donner à manger aux autres qui, eux, vont produire ça et ils vont faire l'échange. C'est aussi simple que ça. On n'a pas besoin d'aller à l'université pour comprendre ça. Qu'est-ce que vous avez bloqué quand vous étiez ministre de l'Agriculture? On a demandé à Bongo de m'enlever du ministère de l'Agriculture. Je ne vous dirai pas les noms. Oui, mais Monsieur le Président, on a demandé à Bongo de vous enlever du ministère de la Culture, peut-être parce que les résultats n'étaient pas ceux qui étaient escomptés par les populations, peut-être par le Président de la République lui-même. Non, puisqu'il a quand même consenti à vous ôter cette responsabilité. Non, là, je peux vous dire non, mais malgré la modestie que je voudrais être la mienne, non. Le résultat commençait à venir à grande vitesse. C'est ça que certains ont eu peur. Ils ont dit, Monsieur le Président, enlevez-le de là. Il va devenir encore plus populaire pour prendre votre place.
On va peut-être parler de transport et on a déjà effleuré aussi la question de l'emploi. Le transport et la route au Gabon, Monsieur le Président, quelle est votre vision? On sait qu'à Libreville, il est quasiment impossible de partir d'un point à un autre en 1 heure, en un temps précis, parce qu'on peut être confronté à des bouchons et peut-être à d'autres aléas. Quelle est votre vision sur le transport dans les zones urbaines, peut-être également le transport interurbain? J'ai été ministre des Transports. J'ai fait des propositions précises. J'ai dit on part d'Okala jusqu'au PK 9 sans passer par Libreville. Et on en faisait autant pour aller au Vendo. Et le tas de sable que vous voyez là, j'avais demandé au président de la République pour que la circulation se fasse à Libreville. Nous devons gagner 60 mètres sur la mer. Vous voyez le tas de sable qui est là, parce qu'ils ont vu ça dans les tiroirs quelque part, ils ont mis du sable. Et nos génies sont très fâchés avec nous. Le problème... Même pour cette route-là, 60 mètres sur la mer, les génies auraient aussi été fâchés. Non. Non, ce qu'on a sorti du sable, on les a dérangés, et puis on n'en fait rien. Qu'est-ce qu'on aurait fait? On n'aurait pas touché au sable? Si, les génies sont pour le développement du Gabon. À partir du moment où vous prenez quelque chose au génie et que vous posez un acte qui développe le Gabon, mais les génies vous bénissent. Mais si vous dérangez les génies, vous prenez leurs biens et que vous n'en faites rien. Les génies sont fâchés quand ils le sont maintenant. C'est assez irrationnel, Monsieur le Président. Irrationnel. Vous allez apprendre à nos génies à être rationnels. On vous demande, vous avez des enfants, les enfants vous disent, prenez votre argent. Mettons, les gens, papa, on a besoin de tout. Vous donnez l'argent. Et puis, quand ils prennent cet argent, ils vont le jeter. Ils n'en font rien. Vous n'allez pas être content. Vous dites la prochaine fois, je ne vous donnerai plus. C'est pas irrationnel. Ce n'est pas au génie que vous allez apprendre la raison. Libreville n'est pas gentil. J'ai été ministre des Transports. Le problème de ce pays, c'est qu'on ne croit pas en l'intelligence. C'est avec l'intelligence qu'on crée, on peut faire tout avec l'intelligence. Vous n'avez pas compris que pour faire un pays, il faut savoir se rencontrer. Il faut pouvoir discuter, on dit qu'est-ce qu'on fait? Et tout le monde participe à la réflexion et on trouve des solutions. C'est tout. Libreville, c'est comme ça. Bon, c'est vrai, dans le monde entier, il y a des problèmes de circulation. Mais ici à Libreville, on n'en est pas encore là. C'est 800 000 habitants, mais à côté de Paris, qui a 5 millions. Mais on peut trouver des solutions. Je ne dis pas que je les ai toutes faites. Ce qui est important, c'est de savoir que quand on est 5 intelligences, on est plus intelligent. Mais vous avez un seul parti déjà qui dirige, déjà ça veut dire une seule tête qui réfléchit, on ne peut arriver à rien. Monsieur le Président, c'est la majorité présidentielle qui dirige? Non, la majorité présidentielle. C'est pour ça que je suis candidat. Parce que la majorité présidentielle, le président s'est contenté, il s'est dit, voilà, je vais le mettre dans la poche, on va écrire des choses, puis on fait autre chose. La majorité, ça n'a pas été respecté. Quand je vous ai dit, depuis qu'il est président de la République, on s'est vu 2 fois comme ça, hein? Mais Bongo ne pouvait pas passer 6 mois sans discuter avec Mbabosso. Il savait que j'avais réfléchi sur la plupart des problèmes, mais lui, il s'en fiche. Donc vous faites cavalier seul? Je ne fais pas cavalier seul. Je dis, je suis un parti autonome. Je peux vivre de moi-même. Alors, si j'accepte de travailler avec vous, ça ne veut pas dire que je ne suis pas capable de vivre seul. Je dis maintenant, si nous signons un texte, ça veut dire que nous acceptons de travailler ensemble. On signe un texte, on ne travaille pas ensemble. Je dis, vous me prenez pour un imbécile ou quoi? C'est pas vous qui me nourrissez. Vous signez un texte, vous ne travaillez pas ensemble et vous restez quand même dans le respect de ce texte? Oui, dans le respect de ce texte, parce que là, dans la majorité, c'est là qu'on décide. Je ne veux pas que les irresponsables restent à décider seuls, sans que quelqu'un lui dise « je ne suis pas d'accord ». Mais pourtant, aujourd'hui, vous dénoncez ce qui a été fait pendant 7 ans durant. Est-ce que vous avez eu l'occasion de leur dire que ce n'était pas bon?
il y avait des réunions au niveau du secrétariat permanent. J'avais un représentant. Le secrétariat permanent, je ne vais pas te dire, mais avait même de la difficulté à rencontrer le président de la République. Monsieur le Président, on va peut-être parler des questions de la gouvernance économique, l'industrie, les mines. On a parlé déjà de l'agriculture. On sait que le Gabon, pendant plusieurs années, est resté rentier. Le pétrole a quelques difficultés en ce moment sur le plan international, sur le plan mondial. On a vu que le gouvernement actuel a essayé de diversifier l'économie du pays. Est-ce que déjà vous êtes convaincu qu'il y a eu cette diversification? Sinon, qu'est-ce que vous feriez puisque le pétrole commence à connaître des soubresauts? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'on a pris comme décision? Je prends le gouvernement. Il y a des gens que je connais dedans. Il y a des grands intellectuels là-dedans. Vous savez, un gouvernement se comporte comme son chef. Le gouvernement, c'est le dialogue permanent. Quand le chef n'écoute pas, ne discute pas avec ces gens pour prendre des décisions, qu'est-ce que vous voulez qu'il arrive? Allez, vous avez peut-être des parents qui sont au gouvernement, allez leur demander. Ce sont des gens parfaitement compétents. Je ne veux pas citer le nom parce que je ne peux pas les citer tous. Il va y avoir des jaloux. Des gens parfaitement compétents. Si ces gens-là, on pouvait les mettre ensemble pour discuter, mais on produirait quelque chose. Ces gens ne produisent rien. Ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas le moyen de travail. On ne les respecte pas. Ils ne sont rien du tout. Vous êtes content de leur dire, on vous a nommé. Ce n'est pas ça, un ministre. Mais c'est quelqu'un qu'on choisit à partir de sa compétence. Et je dis, ce qui n'est pas encore réalisé, ça, retenez ça aussi. Je dis, si quand il y a un budget, on dit, monsieur le ministre, vous prenez votre budget et vous le gérez. Alors, si ça manque, vous savez où vous irez. Mais aujourd'hui, alors le ministre, il a un budget, et puis, est-ce que vous pouvez m'envoyer 10 millions, j'ai envie de faire ça. Il suffit qu'il trouve quelqu'un qui ne l'aime pas là-bas, aux finances, il dit non, il n'a pas besoin de ça. Et puis le gars, il est bloqué. Vous savez comment ça se passe? Mais il fallait quand même moderniser le système de gestion des deniers publics. Alors, les autorités ont trouvé ce qu'ils ont appelé la budgétisation par objectif de programme. C'est appliqué dans certains pays. C'était pour minimiser les détournements. Bon. Est-ce que, cher monsieur, est-ce que vous allez faire bon comme ça ou alors vous allez peut-être vous en débarrasser? Cher monsieur, le Gabon ne doit pas dire je suis allé imiter quelque chose là-bas. Le Gabon a suffisamment de tête pour concevoir son système. On pense, on réfléchit au Gabon et on dit on fait ça. Il y a suffisamment de tête pour le faire. On n'a pas besoin d'aller faire du copier-coller. Non. Ce dont je vous parle, la gestion d'un pays, ça se fait sur une concertation, un travail d'équipe. On associe les intelligences pour dire nous arrivons à telle solution pour notre pays. Et puis, allez, on avance. Et quand les gens ont participé à une décision, ils sont enthousiastes. Ils ne vont pas dire, oh oui, mais cette affaire-là, tous les ministres, chacun dit, je n'ai pas d'argent, je ne peux pas travailler. Ce n'est pas normal. Donc vous n'avez pas peur d'être traîné par Sherpa, Transparency International? Allez-y. Mais ça fait maintenant presque 20 ans que ça dure. Mbaba c'est immensément riche. Et les journalistes répètent ça. Les journalistes qui doivent, eux, faire des recherches pour dire voici la vérité. Et vous venez me répéter ça. Mais l'éthique politique voudrait aussi, la modernisation de la vie politique voudrait qu'également les hommes politiques déclarent leur bien aussi. Dans les autres pays, ça se fait. Pourquoi au Gabon, ça ne se ferait pas? Mais si ça se fait, monsieur le journaliste. J'ai déclaré mes biens. Il y avait du temps de Bongo Père, oui. Commission illicite, si. La commission de... On n'a jamais rendu public, c'est cela. Mais alors maintenant, si vous ne fouillez pas, vous croyez que ces choses-là, on va vous demander? Oui, mais dans les autres pays, c'est de manière officielle, de manière claire. Mais quand ce n'est pas clair, le journaliste, il fait quoi? Il fouine. Monsieur le Président, il n'est pas un grand propriétaire immobilier. Non, Monsieur le Président, sinon, montrez. Il y a aussi de la corruption et de l'enrichissement illicite dans le pays. Lorsque vous serez président de la République, qu'est-ce que vous allez faire?
la commission de lutte contre l'enrichissement illicite aujourd'hui est pointée du doigt comme ne faisant pas correctement son travail selon un certain nombre d'observateurs. Ces missions, qu'est-ce que vous allez faire pour venir à bout de la corruption et de l'enrichissement illicite au Gabon? C'est toujours la même chose. Je ne veux pas critiquer ceux qui sont là parce que ce sont mes frères, mes petits. Le problème, c'est la commission contre l'enrichissement illicite. Nous disons que ça marche mal. Alors, que faisons-nous? Réunion, on va réfléchir ensemble, on prend une décision, un décret ou une loi. Aussi simple que ça. Monsieur le Président, il y a quand même des choses qui devaient être faites de manière immédiate. Je crois que, telles que des commissions contre l'enrichissement illicite, contre la corruption... Je vais attendre de rester à la tête pendant 2 ans avant de prendre des décisions là-dessus. Ce qui concerne la gestion du pays, c'est des décisions très rapides. Je vous ai donné la priorité, c'est l'école et la santé, mais le reste va suivre. C'est évident. Monsieur le Président, vous avez dit que les recettes des mines ne sont pas impliquées ou comptabilisées dans le budget du Gabon, ou ne seraient pas, sauf si vous confirmez cela. Qu'est-ce que vous allez faire des recettes des mines? En dehors du pétrole et du bois, il y a le manganèse et les autres... Ne me posez pas la question. Ne me posez pas la question, c'est bien automatiquement dans la caisse de l'État, mais enfin. Je dis, tel produit est du Gabon. Bon, ça, ce que ça rapporte, allez, caisse de l'État, parce qu'on m'a posé la question une fois. Excusez-moi, je suis quand même plus âgé que je peux me permettre de vous faire des reproches, mais ces choses-là, les journalistes ne devraient pas en parler comme vous parlez là. C'est vous qui devriez même nous révéler les chiffres. Et les journalistes font quoi dans ce pays? On dit les produits miniers, ceci, cela. Mais c'est les journalistes dans d'autres pays qui dévoilent cela. Le canard enchaîné, vous avez les machins. Mais ici, on fait quoi? Ici, on allait insulter les gens, mais ça ne sert à rien. Vous allez donner de l'argent, vous allez écrire contre un tel. Mais ce n'est pas ça le journalisme. Le journalisme, c'est justement pour permettre qu'on gère, que la gestion du pays soit correcte, en révélant des choses qui sont mauvaises, qui se font en cachette. Et on dit, voilà, ça se fait en cachette. Nous disons que ça ne doit pas être comme ça. Monsieur le Président, l'assainissement des finances publiques au Gabon, qu'est-ce que vous allez en faire? Notamment, on va prendre un pan, le train de vie de l'État. Qu'est-ce que vous allez faire du train de vie de l'État une fois président de la République? Quand on parle de quoi parle-t-on lorsqu'on dit train de vie de l'État? En réalité, c'est le train de vie des ministres. Les ministres, ce n'est pas l'État. L'État doit avoir beaucoup d'argent pour mettre les gens à l'aise. Ce n'est pas à l'État qu'on donne l'argent, mais quand on va le train de l'État, ça veut dire les gens qui sont au gouvernement, qui ont des responsabilités, qui font des excès. C'est de ça qu'on parle. Justement, cette affaire de corruption, de vol, dilapidation des fonds de monsieur, des détournements et tout ça. C'est ça, il s'agit des individus, il ne s'agit pas de l'État. L'État ne vole pas. Mais Monsieur le Président, il y aura des actes concrets que vous devriez poser pour que le Gabonais lambda puisse se sentir concerné, puisse être convaincu de ce que vous voulez faire. Mais on sait que les directeurs généraux, les ministres et tous ceux qui constituent l'administration du Gabon possèdent un certain nombre de biens que l'État leur octroie, les véhicules par exemple. Est-ce que vous allez instituer une standardisation, par exemple des véhicules? Il ne faudrait pas qu'il y ait des véhicules d'un certain standing pour un directeur général, pour un ministre. Il ne faudrait pas qu'il y ait un certain nombre de véhicules pour un ministre, pour un président de l'Assemblée nationale ou un vice-président de l'Assemblée nationale. Ça paraît évident. Ça paraît évident. Quand vous êtes directeur de cabinet, vous avez une voiture qui est comme celle d'un ministre, ça paraît évident. C'est de l'argent gaspillé. Les voitures de service, ça doit avoir un certain standing. Mais ça ne doit pas dépasser un standing. Les voitures de service, pas des voitures de fonction, c'est autre chose. Mais ça, on ne distingue plus ici aujourd'hui. Il faut distinguer ça déjà. Ça, c'est une voiture de service. Ça, c'est une voiture de fonction. Et ça, vous allez le faire? Mais naturellement. C'est même pas des questions à me poser. Ça paraît évident. Ça paraît aussi simple que ça, monsieur le...
le président de la République. Le Gabonais, je vous dis. Mais on sait aussi ce que font les responsables quand ils arrivent aux affaires, qui se vautrent dans un certain confort, ils ne prennent plus un certain nombre de décisions. Vous pensez que c'est très évident, mais une fois vous êtes dans ce confort-là, vous n'y pensez plus. Mais à qui vous parlez? J'ai été maire de Libreville, j'ai été vice-premier ministre. Vous savez ce que ça veut dire? Absolument. Alors, moi, je ne me suis pas installé dans le confort. Si on veut changer le pays, la première chose, c'est de regarder ceux qui sont à la tête. Évidemment, si vous allez acheter une voiture de course, chacun voudra faire la course et tout ça. Il faut que la tête donne l'exemple. Si vous arrivez à la tête du pays, cet engouement, cet amour que vous avez pour la culture, que les Gabonais, les Librevillais particulièrement, qui ont eu cette chance de vivre cette fête, voudraient peut-être vous voir amener ce genre de manifestation au niveau national pour avoir effectivement l'identité nationale. Qu'est-ce que vous comptez faire? Monsieur le Président, avant de répondre à cette question, il faudrait peut-être mettre tout ça dans un même panier, parce que vous pouvez également glisser sur les questions liées à la culture, au tourisme, liées aux loisirs, liées au sport, puisque nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Pour ce qui est de la culture, déjà, vous répondez à Isaac Makanga. La culture, c'est le souffle, c'est l'âme d'un peuple. C'est le désir de vivre pleinement. C'est la raison pour laquelle, quand je suis arrivé à la tête de la mairie de Libreville, et constatant combien les Gabonais étaient séparés les uns des autres, et qu'ils nourrissaient des préjugés les uns vis-à-vis des autres, je me suis dit, mais peut-on parler d'État lorsque les gens qui constituent cet État sont si séparés, vivent avec autant de préjugés? Il a fallu donc faire en sorte qu'ils se rencontrent. Et c'est comme ça qu'on a institué la fête des cultures, il faut bien mettre ça au pluriel. D'abord, il fallait que chacun se dise, il faut que je continue à vivre. Alors que je voyais dans le contact des gens, il y en a qui travaillaient pour que les autres disparaissent. Or, nous sommes ensemble, c'est pour construire ce pays. Il fallait déjà. Mais pour construire ensemble, il faut discuter, il faut se connaître. Et c'est comme ça qu'on a dit, chacun amène un point qu'il choisit lui-même pour manifester ce qu'il est, afin que les autres l'apprécient à sa juste valeur. C'est ça. Et quand on est apprécié à sa juste valeur, la valeur, c'est la danse. La valeur, c'est les productions, l'intelligence, toutes les productions, l'environnement, etc. Si bien que dans ce cadre-là, on avait commencé à avoir des gens qui amenaient des inventions. Et nous devions continuer dans ce sens-là. Parce qu'à l'étranger, d'autres ont répondu, ils sont venus voir comme nous faisons notre fête des cultures. Et cette fête de culture devait amener également le président de la République à faire en sorte qu'on ait à Libreville un musée. Et on avait demandé la collecte des objets d'art, disant, bon, écoutez, vous avez un objet d'art, vous avez votre biris, tout ce que vous voulez, donnez-le pour qu'on le mette à la maison de culture. Ça appartiendra à votre famille, mais pour qu'on soit sûr que ça ne va pas se perdre, il faut que ça soit à la maison de culture, au musée. Et puis également une maison où justement on allait faire en sorte que chaque culture puisse se manifester le plus souvent possible. Et cet immeuble-là, je le concevais avec 11 étages. Les 9 étages, c'est pour chaque province gabonaise, avec à l'intérieur les laboratoires de langue. Et les derniers étages allaient être consacrés aux cultures étrangères qui résident dans notre pays, pour leur permettre d'être en discussion continue avec nous. L'idée du musée à 9 branches non, pas 9 branches. 9, non 9 étages. 9 étages. Étages, oui. De chaque étage est attribué à une province. Nous savons que chaque province, en dehors du Wellington, a plusieurs
plusieurs communautés. Et à chaque étage, il y aurait un laboratoire de langue. Et dans mon idée, à ce moment-là, je disais qu'un Gabonais, à la fin de sa vie, il puisse comprendre tous les autres dans leur langue. Bon, alors ensuite, on allait justement continuer la formation, les ambitions intellectuelles. Il faut une culture, c'est un moyen pour créer. Il faut créer des choses, des nouvelles, fabriquer de nouvelles choses, des automatismes. Il y a des gens, il y avait des petits qui fabriquaient des hélicoptères et tout ça. Et les gens qui venaient de l'étranger pouvaient venir repérer nos petits génies pour les amener dans leurs écoles. Donc pour moi, c'était vraiment une ambition. Et lorsque je constatais qu'une communauté ne s'était pas encore manifestée, je faisais l'inventaire. Je disais par exemple, les Adouma, vous n'avez pas été cette année-ci, mais l'année prochaine, je vous attends. L'année suivante, ils venaient. Monsieur le Président, la question de la préservation de l'environnement, avant de sortir par le sport, la préservation de l'environnement, la faune, la flore et tout ce qui s'ensuit. Quelle est votre idée là-dessus? Je prends un exemple, celui des populations qui se plaignent aujourd'hui des éléphants. Il y a un certain nombre de candidats à l'élection présidentielle qui ont déjà donné leur point de vue là-dessus, c'est-à-dire les éléphants, ils vont demander aux populations de les abattre. Quand le président sortant, lui, il a décidé de préserver les éléphants avec un certain nombre de personnes ou de personnalités dans la communauté internationale. Qu'est-ce que vous allez faire, vous, pour la préservation de l'environnement de façon générale et sur la question de l'éléphant précisément? Voilà. C'est une menace pour les populations. Alors, voilà, c'est d'abord mon principe, analyse de la situation, et puis concertation, et puis décision. Il y a des décisions qui ont été prises déjà à ce niveau. Je ne peux pas dire qu'elles sont toutes mauvaises. Il faut d'abord les mettre en valeur pour les continuer, parce qu'il ne faut pas faire des histoires de gamins, celui qui était là, moi j'enlève, moi je fais le mien pour laisser mon nom. Bon, il y a déjà de bonnes décisions qui ont été prises, les parcs et tout ça, et toute la lutte qui est menée pour la conservation des espèces. Bon, je dis simplement, je leur ai dit ça, oui, il faut protéger les espèces gabonaises, toutes les espèces, mais la première d'entre elles, c'est l'espèce humaine. Ce principe étant donné, à partir du moment où on voit qu'il y a quelque chose qui peut faire en sorte que l'espèce humaine souffre ou disparaisse, on dit ici il y a un problème, il faut réfléchir. Vous parlez de ce problème d'éléphant. Je sais qu'il y a une loi qui dit qu'à moins de 5 km, si vous voyez un éléphant, il faut l'abattre. Je ne comprends pas pourquoi on ne maintient pas cette loi-là. Elle existe. Effectivement, ce problème d'éléphant se pose partout. Partout, partout. Moi, je vous assure, si j'étais villageois, moi, j'aurais fait la prison. Moi, je mangeais un éléphant qui vient manger mes plantations. Ben, si j'ai un fusil, je tire dessus. On va sortir, Isaac, par les questions de sport. Le Gabon devrait abriter la Coupe d'Afrique des Nations en 2017. S'il y a des moyens pour le faire, on le fait. S'il n'y a pas de moyens, on ne le fait pas, c'est tout. Oui, mais la politique sportive, sur le plan national, on remarque qu'en dépit des moyens mis en place, notamment concernant par exemple un sport, celui qui est considéré comme le sport, le football, notre équipe et nos équipes ne sont pas suffisamment représentatives. Et même le championnat national peine à retrouver cette noblesse. De mon temps, il y avait des championnats provinciaux. Et puis il y avait des championnats scolaires. On ne voit plus ça. Il suffit de restaurer ça, les sportifs vont sortir tout seuls. Voilà, Monsieur le Président, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Vous allez nous faire l'honneur et le plaisir de signer le livre d'or de notre émission. Ensuite, nous allons vous accorder 1 minute pour votre mot de la fin, oui, avant de clôturer définitivement l'émission, Monsieur le Président. C'est là.
Alors, je vais lire. Merci de m'avoir invité à votre chaîne de télévision. Merci des questions posées. Sachez que je crois au Gabon, que je crois aux Gabonais. C'est pour cela que j'ai décidé d'être président de ce pays. Que celui qui lit ce texte, d'ores et déjà, dise « Je voterai Paul Mba Abessol », signé notre invité, le président du Rassemblement pour le Gabon, Paul Mba Abessol. Monsieur le Président, vous avez 1 minute pour dire votre mot de la fin. Gabonaises et Gabonais, dans votre diversité, vous m'avez écouté. Ce que j'ai dit n'est absolument pas de mon invention. Ce que j'ai dit a été inspiré par mes nombreuses pérégrinations à travers le Gabon, du nord au sud, de l'ouest à l'est. J'ai pu me rendre compte des attentes de chacune de nos communautés. Vous m'avez écouté, vous qui êtes vivants. Vous m'avez écouté, vous qui êtes morts. Notre pays a de la peine à cheminer. Il faut le mettre sur les rails. Je crois avoir suffisamment de force, d'idées, d'intelligence pour redresser ce pays-là. Si vous me disiez, comme je l'espère, le 27 août prochain, vous allez voir, notre pays va être en ébullition par rapport à l'éducation et la santé. 2 problèmes que nous devons absolument résoudre au cours des 2 premières années de mon mandat. Et le reste suivra. Dès maintenant, je vous dis, tous, mettez-vous derrière moi et vous ne serez pas déçus. Merci. Ce sera votre dernier mot, Monsieur le Président. On ne demande qu'à vous croire. Merci à vous d'être restés nombreux devant votre petit écran pour suivre ce premier numéro dont on ne demande qu'à vous croire. Le Père Paul Mba Abessol était notre premier invité. Merci à Isaac Makanga de l'AGP d'être venu sur ce plateau. Merci à Timothée Mémé d'Africa numéro 1 de m'avoir accompagné pour ce premier numéro. Merci à vous une fois encore. On se retrouve à la prochaine émission.